Marine Le Pen, notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Vous répondez à Nicolas Sarkozy qui était hier soir sur France 2. Est-ce que vous êtes responsable de la victoire de François Hollande en 2012 ? Non, je pense que Nicolas Sarkozy devrait sortir un miroir et se regarder dedans, il trouvera le coupable de son échec. Je rappelle que j'ai appelé à voter blanc. Pour une raison très claire d'ailleurs, c'est que j'étais absolument convaincu que François Hollande mènerait exactement la même politique que Nicolas Sarkozy. Tous les matins, Monsieur Bourdin, tous les matins, je me félicite de cette décision. Car j'avais raison, la politique menée aujourd'hui est la même que la politique menée hier, et précisément c'est la raison pour laquelle j'offre aux Français est-ce que vous n'avez pas une autre donné, politique. Est-ce que vous n'avez pas donné un sacré coup de main à François Hollande entre les deux tours en 2012. En aucun cas. Nicolas Sarkozy me reproche de ne pas avoir appelé à voter pour lui. Oui. Mais pourquoi j'aurais appelé à voter pour lui? Il a mené une politique radicalement inverse de celle que je veux voir mener en France. Il a fait une politique immigrationniste, il a fait une politique de renforcement de l'Europe. Il s'est assis sur le référendum des Français dans le cadre de la plus grave violation qui ait pu exister de la parole du peuple. Il a fait 600 milliards de dettes supplémentaires. Il a contribué à l'aggravation du libre-échange qui aujourd'hui est en train de tuer notre agriculture, de tuer notre industrie. Pourquoi donc est-ce que j'aurais appelé à voter pour lui ? Il a fait la même chose que François Hollande, je l'ai dit. On a l'impression que ça s'accélère, l'effondrement du pays. Mais la réalité, c'est que François Hollande a pris la même pente que Nicolas Sarkozy. Et le principe même de la pente, Monsieur Bourdin, c'est que plus on avance sur la pente et plus on va vite. Vous l'avez regardé hier soir ? Pas hier soir, mais ce matin. Ce matin, vous l'avez regardé avant de venir ? Oui. Oui. Et alors ? Eh bien, il n'a pas changé, tant mieux. Il n'a pas changé, tant mieux. C'est-à-dire, voilà. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est quoi ? Ça veut dire quoi, il n'a pas changé ? Il n'a pas changé dans son discours, il n'a pas changé dans son comportement, il n'a pas changé... Mais rien n'a changé, ni les idées, ni la manière dont il se présente, ni cette fausse ingénuité. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui ? Oh, je n'aime pas son immodestie, je n'aime pas son insincérité, je n'aime pas ces techniques de communication qui sont maintenant tellement visibles et je pense tellement rejetées des Français. Ils ne veulent plus de cela, ils ne veulent plus être dirigés par des communicants, ils ne veulent plus avoir le sentiment qu'ils sont manipulés, qu'on leur vend une offre qui en réalité n'existe pas. Pourquoi c'est de la manipulation ? Ce qui s'est passé hier soir ? Les seuls éléments dont il a parlé, regardons de près. Il parle du référendum, ça a hurlé de rire. Il nous a fait le coup en 2007, en 2010, en 2011, en 2012, après avoir, comme je vous le rappelle, fait voter la Constitution européenne par le Congrès contre l'avis des Français. Et en matière de référendum, je me souviens encore qu'il avait fait annuler celui qui était prévu en Grèce. Bon, moins qu'on puisse dire, c'est que Nicolas Sarkozy est un adversaire du référendum. Je ne parle même pas de Schengen 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il a dit qu'il était pour la suppression de Schengen, non, effectivement, hier soir. Il n'a pas dit cela, Monsieur Bourdin, pardon. Il a dit, oui, pardon. Il a dit Schengen est un échec. Pardon. Oui. Il a dit Schengen est un échec, oui. Il faut donc, parce qu'il faut que l'ensemble des pays aient les mêmes règles. Ça veut dire qu'il nous a annoncé hier qu'il veut encore plus d'Europe, encore plus d'intégration européenne, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que les Français désirent. Vous êtes son adversaire désigné pour 2017 ? Vous pensez qu'il vous a désigné comme son adversaire hier soir ? Je le pense. Je pense qu'il est dans une primaire européenne. La réalité, c'est qui sera le plus européiste entre lui et François Hollande et pourra ainsi accéder au second tour pour offrir aux Français, et ça c'est plutôt sain, un véritable choix, car je crois vraiment qu'en 2017, c'est la croisée des chemins. Je veux dire, c'est la vous pensez qu'en 2017, on aura François Hollande, Marine Le Pen, puisque vous êtes une femme, je vous mets en tête, Marine Le Pen, François Hollande et Nicolas Sarkozy ? C'est pas impossible, oui. C'est pas impossible. C'est-à-dire qu'on va revivre ce qu'on a vécu en 2012 ? Vous pensez que les Français ont envie de ça ? Pas dans le même ordre, je l'espère. Mais vous pensez que les Français ont envie de ça ? Les Français, ils ont envie qu'on leur présente un vrai grand choix, car ils ont compris que nous sommes à la croisée des chemins. La France contre Bruxelles, l'identité nationale contre le multiculturalisme, le protectionnisme et le patriotisme économique contre l'ultralibéralisme. Voilà les grands choix qui vont être les leurs. Alors après, qui aura gagné la primaire européenne ? Qui sera le chouchou de Bruxelles ? Est-ce que ce sera François Hollande ? Est-ce que ce sera Martine Aubry ? Est-ce que ce soit Nicolas Sarkozy ? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas un grand renouvellement de la vie politique, faut le dire quand même, hein, pour le coup. Hein. On a quand même l'impression de prendre les mêmes et recommencer en permanence. Mais c'est vrai chez vous comme ailleurs, hein, Marine Le Pen. Excusez-moi, moi je suis à la tête du Front National depuis 3 ans. Jean-Marie Le Pen, vous avez été déjà candidate à l'élection présidentielle, vous le serez
vous le serez en 2017. Permettez-moi, M. Bourdin, Oui. j'ai 46 ans, Oui. je suis à la tête du Front National depuis 3 ans, il y a eu une présidentielle, pour le coup je ne suis pas la plus datée de l'ensemble de la vie politique. Vous serez candidate en 2017, évidemment. Je pense que je serai candidate en 2017, puisque, a priori, je serai à nouveau présidente du Front National au mois de novembre, puisque, comme vous le savez, nous avons un congrès. Bon, vous serez candidate en 2017, vous risquez donc d'avoir Nicolas Sarkozy. Vous pensez d'ailleurs que Nicolas Sarkozy sera candidat en 2017? Moi, je n'ai jamais cru qu'il Il n'a rien dit hier. Enfin, mais je n'ai jamais cru qu'il irait jusqu'au bout de son retour. Donc bon? nous le verrons. Mais je ne suis pas mécontente de ce retour. Parce que je sais très bien que l'éloignement embellit les gens. Vous voyez, le souvenir embellit. Plus on s'éloigne d'un événement, plus on le voit sous un jour positif. Et la réalité, c'est que son retour va permettre à beaucoup d'électeurs de l'UMP de se rendre compte que non, décidément, ça n'est pas de cet homme-là dont ils ont besoin, ça n'est pas de cette ligne politique dont la France a besoin. Donc je ne suis pas mécontente de cet élément de clarification du débat. Les Français ont peur, a-t-il dit hier. Ils ne croient pas en Marine Le Pen. Voilà ce qu'il a dit hier soir. Non, il a dit exactement la même chose que l'ensemble de la classe politique dans un exercice qui manquait beaucoup d'imagination. Il dit, avec un certain mépris, il faut bien le constater, les électeurs qui votent Marine Le Pen, c'est parce qu'ils sont peureux, c'est parce qu'ils souffrent. Non, c'est parce qu'ils croient à l'alternative que je représente. C'est parce qu'ils croient. Non, mais c'est parce qu'ils croient que les solutions que je propose sont les bonnes. Mais la solution, il dit vous isolez la France. Je ne veux pas voir la France isolée. Ce serait une catastrophe pour la 5e puissance du monde. Mais là encore, quelle preuve d'imagination. C'est la même caricature qui est faite par l'ensemble de la classe politique du système. Oh là là, c'est affreux, on va s'isoler. La liberté n'est pas l'isolement, M. Bourdin. Et Nicolas Sarkozy doit le comprendre. On peut être libre sans être isolé. Toute son existence, la France a été libre sans être isolée. Et même elle était plus puissante et bien plus écoutée et entendue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors la caricature des électeurs du Front National, les pauvres, ils sont peureux, ils souffrent et c'est pour ça qu'ils votent Front National, il n'a rien compris. Il n'a donc rien appris. La réalité, c'est que le vote Front National est un vote d'adhésion aujourd'hui. Les gens veulent du protectionnisme aux frontières. Ils veulent qu'on arrête l'immigration. Ils veulent qu'on donne un avantage aux Français dans l'accès aux aides sociales. Ils veulent qu'on les traite avec dignité. Ils veulent qu'on arrête le libre-échange échevelé. Ils veulent cela. Voilà. Et ils l'auront, car s'ils le veulent, ils l'auront. Je veux faire barrage à Marine Le Pen au nom des valeurs, a-t-il dit aussi, ou a-t-il écrit d'ailleurs? On dirait du Chirac. On dirait du Chirac. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la nouveauté dans cette argumentation? C'est une argumentation totalement vide que l'on connaît depuis 30 ans. Une France barricadée et xénophobe qui nous ramènerait 50 ans en arrière. Ça c'est du Hollande. C'est Alain Juppé. Eh ben non, vous vous trompez. C'est Alain Juppé qui a dit ça. C'est du Hollande dans sa conférence de presse. Alain Juppé a dit la même chose. Avec des barricades et des barbelés aux frontières. Tout ça est grotesque. Mais ça prouve quand même la détresse et peut-être la vacuité de la classe politique actuelle qui est incapable de répondre aux véritables préoccupations des Français. Bon, alors, puisqu'on parle de l'isolement, l'abandon de l'euro isolerait la France ? Non, je ne le crois pas, mais encore une fois, le retour à une monnaie nationale... Avec une dette de 2000 milliards d'euros ? Oui, dont Nicolas Sarkozy est en grande partie responsable aussi, 600 milliards il a fait de dettes supplémentaires. Ça m'a amusé hier quand je l'ai entendu dire, ça n'est pas avec la dépense publique qu'on relance un pays. Lui, il en a fait quand même 600 milliards de dettes supplémentaires. Mais bon, bref. Non, le retour à une monnaie nationale, d'abord c'est une question de souveraineté. Car un État, c'est une loi, une monnaie, un territoire. Nous y avons droit. Nous avons droit à cet élément de notre souveraineté. Et deuxièmement, c'est un moyen pour retrouver la voie de l'emploi, de la croissance et donc de l'augmentation d'un pouvoir d'achat qui est terriblement bas aujourd'hui. Une dette, oui, détenue à 66% par des créanciers étrangers, Marine Le Pen. Non, mais ça n'a aucune importance. L'important, c'est est-ce que la dette est de droit français ou de droit étranger? La dette de droit français est à 93% de droit... 7% de la dette serait concernée, effectivement.
Voilà, donc c'est un niveau très bas. Sauf que la France s'exposera à des procès en cascade. Ah bon, pourquoi? Parce que, justement, non, peut-être que les investisseurs et les créanciers attaqueraient la France, non? Oui, non, mais ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Mais en l'occurrence, la Lex Monetae, et les capitaux risqueraient de fuir la France, non? Qui est la loi qui permet, encore une fois, de rembourser la dette dans la monnaie que le peuple s'est choisi. Imaginez les investisseurs. Est une loi... ils fuiraient la France, non, mais pourquoi fuiraient-ils la France? Parce qu'ils ne croiraient plus en la parole de la France, tout simplement. Non, mais M. Bourdin, mais les investisseurs, pourquoi ils fuient la France? Ils fuient la France parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne seront pas ou qu'ils seront qu'en partie remboursés. Pourquoi? Parce que la France s'effondre économiquement, parce qu'elle n'a pas de croissance, parce qu'elle n'a pas d'emploi. Les investisseurs, ils prêtent à des taux très bas à la France. Si nous retrouvons notre monnaie nationale, et si nous effectuons une dévaluation de la monnaie, ce qu'a fait la Grande-Bretagne avec un certain succès, ils sont à 3,1% de croissance, nous sommes à, je crois, 0,8% de croissance. Eh bien, à ce moment-là, les investisseurs seront rassurés car ils verront que nous exportons à nouveau, que nous nous industrialisons à nouveau, que nous retrouvons la voie de l'emploi et donc que nous retrouvons par un effet mécanique la voie de la baisse de nos déficits et donc de la baisse de notre dette. Bien, avec une inflation... Avec une inflation. Mais pourquoi très fort pendant plusieurs mois. Mais écoutez, vous le savez bien. Pendant des mois, Monsieur Bourdin, vous ainsi que d'autres, nous avez dit que l'inflation, c'est épouvantable. Aujourd'hui, on nous explique que c'est la déflation qui va nous ruiner. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je crois qu'une inflation, lorsqu'elle est maîtrisée, lorsqu'elle est raisonnable, est un élément, d'ailleurs, un élément de désendettement du pays. On le sait, et on voit bien qu'aujourd'hui, le danger, c'est la déflation et non pas l'inflation, puisque une inflation de 2, 3 ou 4% est parfaitement supportable. C'est ce qu'il y avait pendant les 30 Glorieuses, et parce qu'elle s'accompagne aussi de l'emploi, elle s'accompagne de la croissance, elle s'accompagne de la création de richesses, et donc de recettes pour l'État. Quelle est la part des immigrés, des étrangers en France aujourd'hui, en 2014 ? Il est difficile de vous répondre car nous naturalisons à tour de bras. J'ai vu que la dernière décision prise par l'Assemblée était d'envisager de donner la nationalité française à 200 000 vieux immigrés supplémentaires. Bon. Chabani ? Oui, des Chabani, oui. Au moment où c'est vrai que cette décision est contestable, car nous n'arrivons même plus à faire vivre correctement nos personnes âgées. Nous demandons des sacrifices à nos retraités, des sacrifices qui vont d'ailleurs aller en s'accélérant. Les retraites sont à un niveau très bas, contrairement à ce que pense le gouvernement. Au-dessus d'une retraite à 1 200 € par mois, c'est pas un retraité aisé. Il faut quand même le rappeler, et donc on fabrique des Français de manière régulière grâce au droit du sol que je conteste. Vous savez que je suis pour la suppression du droit du sol, mais grâce aussi à ces naturalisations qui étaient, je me souviens sous Nicolas Sarkozy, un peu plus de 30 000 par an. Ça doit continuer d'ailleurs. Je vous repose la question, quelle est la part aujourd'hui des immigrés et des étrangers? On aimerait bien le savoir. Madame Tribala a écrit... toutes les époques, d'après toutes les études, on est autour de 14-15%. Non mais zéro étude. Arrêtez de nous dire... écoutez, on nous explique que depuis 1973, il n'y a plus d'immigration en France. D'accord. Selon toutes les études. Elle a progressé. Ah non, selon toutes les études, on nous dit qu'il n'y a plus d'immigration en France. Bon, il faut arrêter de se raconter des histoires parce que si on n'est pas capable de faire le constat, de regarder les choses face à face, on ne réglera pas le problème. Est-ce que la France accueille plus d'immigrés que ses voisins européens? Mais je me moque des voisins européens. Ce que je sais moi, c'est que... Elle accueille moins d'immigrés. Ce que je sais moi, c'est que nous accueillons une immigration qui est une immigration d'installation, qui n'est pas du tout une immigration de travail, que d'ailleurs nous n'avons plus de travail et que par conséquent nous importons des chômeurs. Que ces chômeurs... si on a du travail, oui à l'immigration. Non, pas si on n'en a pas besoin. C'est ce que fait l'Allemagne. Pas si on en a... Mais bien sûr, si on a besoin. Mais Monsieur Bourdin, l'Allemagne fait ça. Et les syndicats allemands contestent à juste titre la politique de l'Allemagne. Elle consiste à aller chercher des immigrés pour les payer à bas coût et pour peser à la baisse sur les salaires. Je ne veux pas de cette politique dans mon pays. Je ne veux pas que l'on continue avec le regroupement familial à faire venir des gens dont la présence pèse sur les finances publiques parce que ce sont ceux qui travaillent qui sont obligés de les prendre en charge. Pour faire venir quelqu'un, un immigré doit prouver qu'il travaille et qu'il ne touche pas d'aide sociale. Mais oui, bien sûr. Et puis au bout d'un mois, il ne travaille plus et il reste. Mais vous savez... Au bout d'un mois... Il doit prouver que ses revenus ne viennent pas d'un minima social. Vous le savez. La première filière... C'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? Non mais d'accord, mais il y a 1000 manières de contourner cette disposition. La première filière d'immigration, c'est le tourisme.
la première filière d'immigration clandestine. On vient pour aller visiter un ami, un conjoint, une famille ou la Tour Eiffel, et puis on reste. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus expulsable, vos enfants sont pris en charge intégralement et gratuitement à l'école, et vous bénéficiez de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire de la prise en compte intégrale de vos soins, ce qui n'est même pas le cas des Français qui travaillent, bon sang. Il y a quand même une injustice insupportable à voir que dans notre pays, aujourd'hui, des gens qui sont en situation clandestine sont, dans certains domaines, mieux traités que les Français. Marine Le Pen, donc on est entré en campagne électorale, hein, ça y est, avec le retour 2 ans et demi avant une présidentielle. Est-ce que vous pensez que la France a les moyens de cela? Les moyens de discuter. Les moyens de vivre, de discuter, de rivalité politique, franchement. Mais moi, je ne veux pas parler de rivalité. Quand on écoute les uns et les autres, les Français, vous les écoutez comme je les écoute, comme d'autres les écoutent. Ce qui les excède, les Français, c'est précisément ce qu'a commencé à faire Nicolas Sarkozy hier, ce que fait l'UMP depuis 2 ans et demi, les batailles de personnes, les guéguerres, chez vous, il n'y a pas de bataille de personnes, c'est sûr. Les stratégies. Oui. Les Français, ils veulent qu'on leur parle d'options politiques. Ils veulent qu'on leur explique pourquoi la situation que nous vivons n'est pas inéluctable. Et ça n'est pas inéluctable. C'est faux. C'est un mensonge. Il y a d'autres choix à mettre en œuvre. Ils sont mis en œuvre dans d'autres pays. Et donc, il faut qu'ils reprennent espoir, car la réalité, c'est que c'est eux qui ont en main la capacité de changer la situation. Alors vous avez demandé la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui. Apparemment, il n'y aura pas de dissolution si l'on a bien écouté François Hollande. Nous verrons. Vous ne croyez pas à cela? Vous ne croyez pas à ce qu'a dit le président de la République l'autre jour, lors de sa conférence de presse? Au bout de combien de claques électorale monumentale, le président de la République s'apercevra qu'il ne peut pas continuer à mener une politique contestée par sénatoriale, régionale, encore départementale. Parce qu'il y a déjà eu les municipales, il y a eu les européennes, les Français ont exprimé un choix politique tout de même, ils ont dit quelque chose. Pourquoi ne sont-ils pas entendus? Le président de la République lui-même, dans un livre en 2006, disait si lors d'élections à mi-mandat, il apparaît que les Français sont en désaccord avec la politique menée, à ce moment-là, il faudra revenir au peuple. Eh bien, c'est bien le moins. Revenir au peuple. C'est bien le moins. Redonner la parole au peuple. C'est lui qui doit avoir le dernier mot. Oui, redonner la parole au peuple, c'est lui qui doit avoir le dernier mot. Les institutions de la Ve République ne disent pas vraiment cela, Marine Le Pen. En tout cas, les institutions de la Ve République prévoient précisément la possibilité de la cohabitation. Est-ce que vous êtes favorable à la fin du cumul des mandats? Oui, je suis favorable à la fin du cumul des mandats, oui. En tout cas, de députés. Parce que je pense que le député, il doit être là pour voter la loi. Et il doit être tout imprégné de l'intérêt général et pas d'intérêts catégoriels ou d'intérêts territoriaux qui peuvent rentrer en confrontation les uns avec les autres. Est-ce que vous ne trouvez pas que vos nouveaux maires font des débuts assez hésitants quand même? Je trouve que mes nouveaux maires font des débuts remarquables. Partout? Partout, oui. Enfin, écoutez, à part le Pontet ou le nouveau maire s'était augmenté largement avant de revenir sur sa décision. Non, mais c'est vrai. Oui, mais bien entendu. Mais je sais très bien que durant les 6 prochaines années, on ira regarder. Non, c'est normal. Si l'adjoint au maire d'Ayan, j'ai mal coiffé ce matin. Moi, ce qui m'intéresse, il y en a déjà 3 qui ont démissionné ou qui vont être démissionnés. Ce sont des choses qui arrivent d'ailleurs dans beaucoup de municipalités. Moi, ce que je sais, c'est que des municipalités comme Hénin-Beaumont ont baissé la fiscalité au bout seulement de quelques semaines. Que les impôts n'ont augmenté nulle part, y compris dans des villes comme Fréjus, qui sont pourtant une des villes les plus endettées de France, du fait de l'ancienne municipalité. Que la police municipale est augmentée partout pour augmenter le niveau de sécurité. Que à Béziers, par exemple, les musées sont aujourd'hui gratuits et que le maire de Béziers est en train de mettre en place une mutuelle municipale précisément pour aider les plus modestes de ses administrés. Eh bien, toutes ces grandes mesures-là qui répondent, encore une fois, aux promesses qui avaient été faites, sont remplies. Et d'ailleurs, je pense que les administrés sont assez contents, si j'en crois les résultats des européennes dans ces villes. Vous serez candidate au régional dans le Nord-Pas-de-Calais? Je ne sais pas encore. Je ne décide pas de cela encore aujourd'hui. Grande région. Oui. Vous ne savez pas? Non. Je ne sais pas, car je ne sais pas si d'ici là... Mais vous êtes contre le cumul des mandats. Je ne sais pas si d'ici là, il n'y aura pas une dissolution qui nous permettra peut-être de gagner les élections législatives et donc d'être Premier ministre. Et donc de pouvoir... Vous accepteriez la cohabitation? Mais bien entendu, je l'accepterai parce que c'est ce que les Français auront décidé. Parce que je serai là pour mener une autre politique que celle du président de la République et le forcer soit à se soumettre à cette nouvelle politique, soit à se démettre de ses fonctions s'il ne l'admet pas.
Marine Le Pen, j'ai une dernière question sur ce qui s'est passé à Morlaix. Vendredi, avec des producteurs de légumes qui ont mis le feu au centre des impôts et qui ont détruit l'immeuble de la mutuelle sociale agricole. Vous les condamnez? Non, je ne les condamne pas. Je n'aime pas ce terme. Non, enfin, vous les condamnez. Vous condamnez le geste. Ah, évidemment, on n'est jamais... Le comportement. Mais bien entendu... Est-ce qu'ils doivent être poursuivis par la justice? Bien entendu, je pense que ces comportements doivent entraîner une sanction. Mais j'aimerais qu'au-delà de ça... Une condamnation, donc. Une condamnation, je trouve que c'est une manière un peu facile de se libérer des causes de cette situation, qui sont la conséquence de la politique menée par l'UMP et le PS depuis des années et des années. L'agriculture française est asphyxiée. Ces agriculteurs sont désespérés. Vous savez ce que c'est le désespoir? Le désespoir de voir qu'ils vont mourir et que chaque décision prise, et encore la dernière, c'est la décision de l'écotaxe, nouvelle version sur les poids lourds, chaque décision prise est un pas qu'ils font vers la tombe. Et moi je ne veux pas de la mort de l'agriculture française. Non pas seulement pour sauver les agriculteurs, mais parce que cette agriculture, c'est un patrimoine. Elle appartient à tous les Français. Les Français ont besoin d'elle pour être indépendants, pour être souverains et pour pouvoir se nourrir en toute sécurité. Alors je dis qu'il faut maintenant radicalement changer la politique dans ce domaine et notamment arrêter tous les accords de libre-échange avec les États-Unis, avec le Canada, avec l'Ukraine, qui sont autant de clous dans le cercueil. Dernier point, est-ce qu'ils doivent être poursuivis devant la justice? Je vous demande. Ils seront poursuivis parce qu'ils ont commis un délit. Voilà, mais je pense qu'ils ont des circonstances atténuantes et larges. Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir, 8h57.